Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Alors, on parle de l'actualité du jour avec André-Sylvain Latour, mon collègue. Écoute, on va commencer raide là, avec l'enfer de la prostitution. Ouais, ça s'est passé au Palais de justice de Montréal aujourd'hui. Tu sais, Richard, quand tu as un proxénète, par exemple, ou quelqu'un qui est accusé de crimes sexuels, entre autres, il y a une sentence qui vient et il y a une condamnation. Je vais plutôt dire le contraire, une condamnation et ensuite la sentence. Et entre les deux, la victime peut se faire entendre par la cour pour peut-être influencer un peu la sentence. Exact. Donc aujourd'hui, au Palais de justice de Montréal, on a eu droit à un témoignage vraiment, vraiment, vraiment troublant. Je te lis l'extrait. « Mon innocence a été volée. J'ai perdu mon identité. Mon traumatisme va rester en moi pour toujours », a expliqué la victime de Daphné Leblanc-Guilbeault. Et là, moi, je pense que je lis mal ou qu'il y a peut-être une coquille dans le texte. La victime Daphné Leblanc-Guilbeault? Non, la victime de Daphné Leblanc-Guilbeault. Donc, c'était elle, la proxénète. Et elle a soudoyé un jeune garçon de 15 ans qui était étudiant et travaillait dans une boutique. Elle lui a promis une vie de rêve. Une vie de rêve. Et elle restait à Toronto et travaillait à Toronto. Le jeune allait là-bas et elle le vendait, tout simplement. Une pimp! Une pimp! C'est rare, ça. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est pour ça que j'ai tout relu. J'ai dit, voyons donc, je me trompe. Mais non, c'est la femme qui a amené le jeune garçon et qui l'a amené à Toronto, et il a été molesté, et tout ça, il a été violenté. Quand les policiers l'ont retrouvé, ce pauvre garçon-là de 15 ans, je te rappelle, son supplice a duré à peu près, là, peut-être 6 mois. Aux mains de clients. Aux mains de clients, absolument, absolument. Ils disent qu'il avait le corps meurtri, il était physiquement et psychologiquement brisé. Il a été hospitalisé. Les médecins se demandaient même s'il allait s'en sortir. Et là-dedans, je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut retenir. Les jeunes garçons, sont pas à l'abri des proxénètes. Et 2, maudit les clients, franchement, pour en arriver à faire hospitaliser un jeune de 15 ans, premièrement, là, mais en plus de ça, fait je trouvais que ça frappait l'imaginaire, mais d'une façon épouvantable. Effectivement, habituellement, c'est un homme qui exploite une jeune fille, et là, c'est l'inverse. Exact. Il manque encore beaucoup de monde dans les écoles du Québec, pas seulement les enseignants, le personnel aussi. Oui, exactement. Puis je sais, Richard, que c'est un sujet qui te tient à cœur. Figure-toi que plus d'un poste sur 3 est vacant dans certaines régions du Québec. Et là, on parle ici d'orthopédagogues, de psychoéducateurs, de psychologues et d'orthophonistes. Juste pour te situer, à Montréal, au centre de services scolaires de Montréal, 32% des postes d'orthophonistes, 29% des postes de psychoéducateurs sont toujours vacants. On dirait qu'on s'en sortira jamais. Psychoéducateur, puis Dieu sait qu'on en a besoin, surtout après la pandémie. Il y a plein de jeunes là, qui ont développé des angoisses et tout ça après la pandémie. Absolument. Puis les orthophonistes aident les enfants qui ont des difficultés à lire, entre autres. Ils les aident à être meilleurs, à s'améliorer et à un peu, si tu veux, combattre leurs lacunes, je vais le dire comme ça, ce qui fait d'eux de meilleurs élèves. Tu sais, André-Sylvain, récemment, là, il y a eu l'aqueduc, le tuyau de l'aqueduc qui a pété devant Télé-Québec. Puis après ça, il y a un tuyau de gaz qui a pété à Longueuil. On dirait que notre système est en train de craquer. Les infrastructures sont en train de craquer, mais le système au complet, le système de santé, le système d'éducation, on dirait que ça pète. Parce que ça a été créé dans les années 60, puis ça répond plus aux besoins d'aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est tellement difficile aujourd'hui de recruter parce que le climat dans la classe est de plus en plus difficile. Et, Richard, je vais t'amener sur un terrain, les parents là-dedans, les parents des enfants ne respectent plus les enseignants. Merci ne respectent plus. Je sais, on s'en est déjà parlé, toi et moi. Je sais que tu penses ça. Les parents ne respectent plus les enseignants, ce qui fait
en sorte que les enfants ne respectent plus les enseignants non plus. Oui. Donc, tu es dans une roue qui tourne C'est constamment. ça, mes parents me disaient, hey, le prof, là, c'est comme moi. Là. Il faut que tu le respectes comme moi. Là. Quand je suis pas là, c'est une figure d'autorité à cet âge. C'est comme, le prof, c'est des fonctionnaires qui se plaignent tout le temps. Ils ont 2 mois de vacances, ils sont trop payés, etc. C'est ça qu'ils entendent à la maison, les enfants. Donc, ils vont là, à l'école, puis envoient chier le prof. Tu sais, je te le dis comme ça, un bac en enseignement, c'est 4 ans. Ce sont des vrais professionnels. Ce sont des vrais professionnels. Et je pense... Mais là, de plus en plus, là, on est en train de sortir dehors, pogner quelqu'un par le coude en disant « ça te tente-tu d'être prof? Ben oui, puis après ça, ces gens-là viennent se plaindre qu'ils sont pas traités comme des vrais profs. Exactement. Parlant d'étudiants, des étudiants qui apprennent la vie à la dure. Oui, c'est des chiffres, ça. C'est un sondage qui a été compilé par Groupe Banque TD. Et moi, le chiffre m'a vraiment surpris. C'est... En fait, près de la moitié des étudiants canadiens qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins de base. Là, on parle de nourriture et logement. Mais ce qu'il y a de plus surprenant, à mon avis, là-dedans, c'est que, je te dirais, 94% des parents d'étudiants de niveau postsecondaire aident leurs enfants financièrement. Donc, ils sont à l'école, ils manquent de sous, et les parents les aident, mais ils s'en sortent pas pareil. Et moi, il y a un truc... Ça me parle. Ça me parle. Oui. Parce que j'ai 3 enfants, là, puis... Papa, peux-tu me passer de l'argent? Peux-tu me faire un interact? Puis tout ça, pour m'aider pour mon loyer, pour m'aider pour... oui. C'est dur de faire un budget, hein? Oui, mais il faudrait leur apprendre. Il y a déjà eu des cours d'initiation à la vie économique à l'école. Oui, puis peut-être qu'on devrait réinstaurer ça un peu plus... un peu plus sérieusement. Mais en même temps, bon, c'est vrai que les loyers sont plus chers puis tout ça. Là, c'est vrai aussi, mais je vais renchérir sur exactement ce que tu viens de dire. Figure-toi donc qu'un étudiant sur 5 obtient ses conseils financiers sur les médias sociaux comme TikTok. Ceci explique cela. Peut-être. Pablo Rodriguez qui a le vent dans les cheveux et Dieu sait qu'il y en a des cheveux. Ah, j'adore. Prends-le pas personnel. Non, écoute, franchement, j'adore la chevelure de Pablo Rodriguez et les militants du Parti libéral adorent Pablo Rodriguez aussi. Faut pas oublier qu'en ce moment, Pablo Rodriguez, il est à Ottawa. Il sert Justin Trudeau comme... il sert Justin Trudeau à Ottawa. Donc, là, va-t-il se lancer? Va-t-il se lancer? Il est entre les deux chaises. Pas. Puis, il est entre les 2 chaises, mais les militants libéraux, eux, le voient là. Il est seulement 3 points derrière Denis Coderre. Et le sondage, je pense, je ne sais pas si le sondage a été fait alors qu'on savait que Denis Coderre ne payait pas ses impôts ou il était fait avant que la nouvelle sorte. Parce que ça pourrait faire basculer les affaires. Là. Peut-être effectivement que ça va venir jouer dans la balance. Il reste que pour l'instant, pour un candidat qui n'en est même pas un, hein, on va se le dire, il ne s'est pas lancé encore officiellement, M. Rodriguez. Puis pour un candidat qui n'en est même pas un, il est déjà numéro 2 et il talonne le numéro 1. Effectivement. Quand il va faire son annonce officielle, il risque de dépasser. M. Coderre qui va aller refaire sa marche à Compostelle. Il n'y pas un gros brun que ça n'arrivera pas. Là. Un spectacle qui a donné toute une frousse aux spectateurs. Je veux t'en parler. C'est un spectacle du Cirque du Soleil qui a eu lieu en Oregon. Ça s'appelle Kuza. C'est une acrobate qui est dans un énorme cerceau. Elle est suspendue dans les airs, quand même à plusieurs mètres dans les airs, et elle perd littéralement sa main sur le cerceau et tombe. Dans le filet? Non, absolument pas. Directement par terre. Ouf. Et elle a été évacuée et tout ça. Le spectacle a été arrêté pendant une 20aine de minutes. Elle a levé le pouce en disant « Tout va bien ». As-tu déjà vu ça, Richard? Non. Moi, oui. Non, puis à chaque fois que je vais voir des spectacles comme ça, du cirque, je regarde avec la main d'avant en face là, parce que j'ai la chienne pour eux autres. Mais c'est extrêmement dangereux. J'ai vu ça au théâtre du Centre Bell. C'était le spectacle Saltimbanco. Et tu sais, il y a un numéro où tu as une bascule. Donc, tu as 2, généralement, c'est des gars assez bien bâtis. Oui. Tu as 2 gars bien bâtis à l'arrière qui font basculer comme une balançoire. Oui. Et tu en as un en haut
à l'autre bout qui, lui, saute dans les airs et fait des pirouettes et est rattrapé sur le sol. Là, au lieu de partir en haut, il est parti par en avant. Et il a fini dans la première rangée. Je te dis, là... Ouais, dans la première rangée. Il a fini sur le parterre, dans la première rangée, sur le béton. Oh! J'ai entendu le claquement du balcon. Je te dis. C'était quoi l'atmosphère, les gens? Ben, tout le monde fige, hein? Tu figes, tu te dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et le maître de cérémonie, il a agi un peu comme brise-chute. Donc, c'était un homme assez bâti quand même qui était là, qui était habillé un peu en clown et tout ça. T'sais. Et là, c'est là que j'ai compris, lui, il était là un peu pour la sécurité. Okay. Donc, quand l'acrobate est parti par en avant, il l'a attrapé dans les airs pour le lancer dans la première rangée plutôt qu'il tombe directement. Mais là, le spectacle continue après? Non, le spectacle arrête complètement. Les lumières, la technique ouvre les lumières, le groupe de musique est sorti, les acrobates sont sortis, et là, c'est l'équipe de premiers soins qui arrive. Puis après ça, ben, le spectacle reprend, mais entre toi et moi, t'es figé en dedans pour un bon bout de temps. Aïe, parce qu'ils ont donné des nouvelles de l'acrobate quand le spectacle a repris en disant « Faites-vous-en pas, c'est correct, il est comme fou. » L'acrobate s'est levé, le maître de cérémonie est resté couché. Et j'ai appelé le lendemain, d'ailleurs, pour un peu avoir des nouvelles et tout ça. Et supposément, il s'était cassé une jambe. Ça ressemblait un peu à une blessure de dos, mais regarde, je suis pas médecin. Ils m'ont dit jambe. Aïe. OK, un jeune de 5 ans qui va se souvenir longtemps de sa sortie au musée. Ben oui, ça s'est passé dans la ville de Haïfa, en Israël. Le musée s'est dit, bon, ça va être le fun, on va exposer les œuvres d'art, on va exposer les œuvres historiques, puis on les protégera pas. Parce qu'on veut que les gens puissent admirer ces belles œuvres-là. Le jeune de 5 ans est arrivé dans l'entrée, a accroché la jarre et a pété la jarre de 3500 ans. Non! Ouais. De 3500 ans. Et en plus on voit de ça... l'image, pour ceux qui nous regardent à la télé, la jarre qui est pétée. Puis ça, c'est pas une petite assiette achetée de la Rama, là. Non, c'est une bonne jarre quand même. Ça a pris 3500 ans avant de la briser. Et c'est pour ça qu'habituellement, ils protègent ces œuvres d'art. Là. Le musée a dit, écoutez, c'est un accident. Revenez nous visiter, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Mais en attendant, il y a un restaurateur qui a toute une job à faire là, de reconstruction. Ils ont pas fait la baboune, ils n'ont pas rendu les parents qui se sentent coupables un peu ou quoi que ce soit, non. Moi, j'ai pas vu les images, mais tu sais, des fois, un enfant de 5 ans, ça rentre, ça s'accote, ça perd pied, ça trébuche, on sait jamais. As-tu déjà cassé quelque chose chez quelqu'un? Mettons, quelqu'un t'invite à souper à la maison puis tu casses quelque chose dans la maison. Ça m'est jamais arrivé. Moi non plus. Heureusement. En terminant, Donald Trump qui ne recule devant rien. Écoute, merci de terminer là-dessus, Richard. Tu sais, la dernière fois, il avait fait des cartes, il avait mis sur le marché des cartes NFT, les fameuses cartes numériques. Il récidive, M. Trump. Et si tu en achètes 15 au prix de $100 chacune. Donc $100 chacune. $100 chacune pour un fichier électronique. Si tu en achètes 15, tu as droit à une carte physique avec, attention, un morceau du costume qu'il portait dans le débat avec Joe Biden, ce qu'il a appelé le knockout suit. Je suis excité au bout. Pour 1500 pièces seulement. 1500 pièces. Un morceau de son costume. Le culte de la personnalité. Pas étonnant qu'il tripe sur Kim Jong-un. Mm-hmm. Merci Jean-François Leroux, alors qui est notre metteur en ondes. Merci à Maximile Sayer, recherchiste et police du temps. Merci beaucoup.